le temps que tout le monde s'installe, juste pour situer les choses, ce dont on va parler en introduction, donc c'est la brand culture. C'est l'objet d'un ouvrage qui a été sorti chez Duno en avril 2013. Donc vous voyez la couverture. Et Calicanti, l'institut d'études que je dirige, a récemment fait un travail sur lui-même de brand culture qui a débouché sur ce nouveau logo et cette nouvelle signature Creative Intelligence. Si ça vous intéresse qu'on en parle, je pourrais vous donner plus de détails. Mais en 2 mots, l'idée de base chez Calicanti, c'est que les études, c'est pas uniquement pour se rassurer ou pour choisir, ça doit être un moyen de réfléchir, d'être plus créatif, d'être plus pertinent, d'être stimulé. Et c'est ce qu'on appelle Creative Intelligence. Et d'ailleurs, on développe toute une série d'articles sur la Creative Intelligence pour nourrir notre vision globale des études. Pour terminer, je ne vais pas faire d'autopromotion, mais juste indiquer que chez Calicanti, ça fait depuis 25 ans qu'on existe, ça fait depuis 2007 qu'on étudie le brand content, et que non seulement on est un observateur passionné du sujet, mais qu'en plus on a l'occasion de produire du contenu pour des clients comme Page Jaune, Idées Locales, Au Féminin ou Immunologie. Et donc on prétend non seulement avoir des outils pour étudier, comprendre, mais également expérimenter. Et souvent, c'est en expérimentant, c'est en ayant l'occasion sur des dossiers, alors ça peut être simplement des blogs, mais un blog c'est déjà du contenu, c'est en expérimentant qu'on se rend compte de choses qu'on ne verrait pas si on était simplement testeur ou observateur. Alors, brand content et brand culture, c'est 2 sujets qui sont extrêmement liés. Alors ça peut paraître opportuniste, on peut se dire il y a un jeu de mots, c'est dit tiens il fallait renouveler, donc on a fait... Non, il y a vraiment un lien, et ce que j'aimerais c'est qu'à la fin de cet après-midi, vous ressentiez profondément ce lien et ces passerelles. Alors, je propose de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder cette question de la brand culture. Donc la brand culture, c'est un sujet d'actualité parce que c'est vrai que la notion de culture d'entreprise, ça fait 30 ans ou plus qu'on en parle, mais la notion de brand culture, c'est une notion assez récente. J'en prendrai pour preuve le fait qu'il y a eu aux États-Unis 3 livres sortis dans la dernière décennie qui traitent de ce sujet. Alors, tout de suite, une petite mise en garde. Le mot culture dans brand culture, il est à entendre au sens anglo-saxon. C'est-à-dire que dans ce qu'on appelle les cultural studies, on appréhende toutes les formes de culture. La manière de s'alcooliser dans un bar, c'est de la culture. La manière de chevaucher une Harley Davidson, c'est de la culture. Donc c'est pas uniquement la vision de la culture au sens un peu français de la culture élitiste, de la culture légitime. C'est vraiment au sens large de la culture qu'on va parler aujourd'hui. Toujours pour indiquer à quel point c'est un sujet d'actualité, un livre qui est sorti maintenant il y a 6 mois sur le capitalisme artiste montre à quel point aujourd'hui le design et l'art envahissent tout le champ commercial. Et pas uniquement les produits ou les magasins, mais vraiment est omniprésent. Alors qu'on aurait pu penser que le capitalisme allait conduire à un environnement où on allait surtout optimiser les coûts et on allait essayer d'aller vers l'efficacité, on s'aperçoit que la notion d'émotion, d'entertainment, de plaisir, d'expérience est aujourd'hui au cœur de l'approche du capitalisme. Alors, je continue pour essayer de vous sensibiliser à l'actualité de ce thème de la brand culture. Il faut voir qu'il y a encore 30 ou 40 ans, il y avait une très nette distinction entre d'un côté la culture légitime, d'un autre côté la culture commerciale, et d'un troisième côté la culture populaire. Alors il y avait certes quelques passerelles, on peut citer le cas de Andy Warhol ou du pop art, qui faisait des ponts entre culture populaire et culture légitime, culture commerciale et culture légitime, mais ces ponts étaient relativement limités. Aujourd'hui, on sent beaucoup plus nettement une imbrication complète entre les cultures traditionnelles, la culture populaire et la culture commerciale. Il suffit de regarder les expositions qui aujourd'hui ont lieu
dans des espaces qui sont en principe des espaces de culture légitime, comme la dernière Expo Cartier ou l'expo Chanel, Culture Chanel, qui avait lieu au Palais de Tokyo, pour bien comprendre à quel point les marques sont aujourd'hui de véritables émetteurs culturels, de véritables agents culturels. Même si on devait résumer un peu cette idée de la marque culturelle, c'est l'idée que les marques ne sont pas simplement des pourvoyeuses de produits ou de services, mais qu'elles ont, dans leur champ, vocation à donner un point de vue sur le monde. Une banque a un point de vue à transmettre sur le travail, sur l'argent, sur le risque. Une voiture a un point de vue sur le confort, sur la sécurité, sur la ville, sur la vitesse. Et c'est donc beaucoup plus que la fourniture d'un produit et service que d'être une marque. Et c'est ça qu'il faut nourrir et enrichir. Toujours pour illustrer des phénomènes qui n'existaient pas il y a 20 ans, on voit la montée en puissance, la recrudescence de mini-métrages, c'est-à-dire des spots de publicité qui sont en même temps des petites œuvres d'art. Et ce concept de mini-métrage, le premier qui l'a employé, c'était Jean-Baptiste Mondino, à propos du film Égoïste. Il disait que c'était un mini-métrage parce qu'il y mettait autant d'énergie que dans un film long-métrage, sauf que c'était une énergie très concentrée. Cette notion de mini-métrage, aujourd'hui, devient très présente, en particulier pour les marques de luxe, parce que c'est presque dégradant de promouvoir ou de mettre en valeur une communication strictement commerciale, et parce que c'est une manière de rejoindre. Et donc on a un contenu qui est à la fois un contenu diffusé dans les écrans publicitaires et en même temps un contenu culturel. Alors les marques sont des concentrés culturels. Et dans le livre, ce qu'on explique en détail, c'est que la force d'une marque, c'est la qualité de son agrégat. En fait, une marque, elle est composée de plusieurs éléments. Alors, dans les éléments, il y a les produits, bien sûr, la publicité, les bâtiments, le style, les lieux de vente, les contenus, les hommes. Tous ces éléments-là, idéalement, doivent se renvoyer les uns aux autres. Et la force d'une marque, c'est quand on sent une grande cohérence, une grande synergie, et cet agrégat et cette force unifiante, elle est véhiculée par une idée, une vision du monde. Alors prenons tout de suite un exemple. Quand on regarde la marque Repetto, qui est passée de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires à 60 millions d'euros en moins de 10 ans, elle a particulièrement bien réussi cette cohérence. Il suffit de regarder à la fois sa communication, mais aussi ses produits, ses lieux de vente, qui sont totalement tournés sur un univers de la danse qui est juste et subtil. Ces partenariats avec des danseurs ou des danseuses sont tout à fait bien choisis. Et même quand Repetto est en promotion, il respecte très fondamentalement cette cohérence, cette vision de la danse. Alors, une marque, c'est un agrégat, donc réuni avec une force unifiante qui est cohérent, mais elle n'est pas isolée. Et on a eu trop tendance, avec le mot ADN, à se focaliser sur l'origine des marques et sur la préservation d'un soi-disant patrimoine. Oui, il y a du patrimoine, il y a de l'ADN dans une marque, mais une marque, c'est pas seulement de l'acquis, c'est pas seulement, de l'inné, c'est aussi du construit. C'est du construit, c'est-à-dire qu'une marque, elle se nourrit de son interaction avec l'environnement. Si on prend une marque comme Buffalo Grill, c'est une marque qui n'a pas beaucoup bougé depuis les années 80. Elle est restée un peu dans sa poussière de western. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de son actualité, à la différence de McDonald's, qui a su vraiment interagir avec l'air du temps, capter les problématiques de nutrition, les problématiques de poids, de design. Et donc, il y a un véritable enjeu pour les marques à réussir cette interaction avec son environnement. Et réussir, ça veut dire à la fois, en tant qu'organisme vivant, d'emprunter et d'apporter à son milieu. Alors, dans l'environnement, on peut citer des éléments comme les arts, les comportements, la sphère politique, les usages, les évolutions technologiques, les médias, les gestuels. C'est tout ça qui fait
la richesse d'un environnement. Et si on prend une marque comme Sushi Shop, ce qui est frappant chez Sushi Shop, c'est que certes, dès le départ, il y avait un inné très intéressant, mais que la réussite de cette marque de sushi provient de sa capacité à interagir de manière particulièrement subtile avec son environnement. Dans Sushi Shop, il y a d'abord un esthétisme japonisant, dont vous voyez quelques éléments ici, mais dès le départ, il y a un mélange entre cette origine asiatique et une origine européenne. Quand on voit cette campagne de publicité qui a été produite par les gens, vous voyez qu'il y a à la fois la référence à Archibaldo, donc un peintre italien, mais aussi une référence à l'art de la mosaïque, qui est typiquement européen. Et donc, on voit comment une marque a réussi à associer de manière subtile des éléments de l'esthétique japonaise ou asiatique et des éléments de l'esthétique européenne afin de construire une identité cosmopolite tendance. Mais pour parfaire le tout, ils ont fait des partenariats tout à fait pertinents avec des acteurs comme Christophe pour les baguettes, comme Kenzo, plus récemment avec Lenny Kravitz pour le lancement de Sushi Shop à New York, ou avec Kate Moss. Et puis on peut citer les partenariats qu'ils ont fait avec des grands chefs qui ont amené à développer des nouvelles recettes comme le sushi au foie gras. Donc vous voyez bien à travers ces exemples de Sushi Shop que tout ce qu'ils ont réussi à construire en interagissant avec l'environnement, et que si aujourd'hui cette marque est aussi premium et on est prêt à la payer quelques euros plus cher qu'un sushi lambda, c'est bien grâce à ces interactions-là et à ces emprunts-là. Donc, je vous disais, une marque, c'est beaucoup plus qu'un pourvoyeur de produits et de services. Je prendrai pour exemple la marque Atlantic. Atlantic, c'est une société qui fabrique des climatiseurs, des appareils de chauffage électrique, des sèches-serviettes. Et ce qu'ils essayent de mettre en évidence dans ce blog, qui s'appelle Ma maison éco-confort, c'est l'idée du confort thermique et des économies d'énergie. Et il est vrai que les consommateurs ont du mal à s'intéresser ou à se passionner pour la dernière sortie d'un nouveau climatiseur ou de nouveau sèche-serviette. En revanche, si on explique que les hommes et les femmes, par exemple, n'ont pas les mêmes ressentis vis-à-vis du chauffage et que donc ça peut poser des questions sur la manière de chauffer les pièces, ou si on parle de à partir de quelle heure on a intérêt à allumer le chauffage le matin et est-ce que le soir on a intérêt plutôt à se mettre des couvertures ou à regarder la télévision avec le chauffage à fond, toutes ces choses-là, toutes ces questions-là sont abordées et font partie du champ de la marque Atlantic. Elle ne peut pas les ignorer. Dulux Valentine a été beaucoup plus loin que de fournir des produits de peinture pour enduire les murs. Ils ont développé toute une philosophie de l'optimisme par la couleur à travers un programme qu'ils ont appelé Let's Color. Et on peut prendre un autre exemple, plutôt en B2B, c'est la marque Steelcase. Steelcase, au départ, c'est un fabricant de mobilier pour le bureau. Eh bien, ce fabricant de mobilier s'est senti totalement investi par le sujet de l'espace de travail, de son efficacité. Ils ont fait un observatoire de la manière dont on aménageait les bureaux partout dans le monde, comment les bureaux étaient organisés en Allemagne par rapport au Japon. Et ils ont une magazine qui s'appelle 360 degrés, qui insiste beaucoup sur ces questions d'environnement du travail. Donc on voit bien que leur métier, certes, c'est de fournir du matériel de bureau, des chaises, etc., mais que progressivement, ils s'intéressent à tout l'aménagement des espaces de travail au sens large. Donc on a vu ce qui faisait la force d'une marque, on a vu que c'était à la fois une problématique d'agrégat dans son environnement. Ce que je voudrais maintenant, c'est qu'on voit un peu les sources culturelles des marques. En fait, les marques ont à leur disposition, dans la culture, des tas d'éléments dans lesquels ils peuvent puiser pour nourrir leur identité. Alors ces éléments, ça peut être le fondateur, un ingrédient, un lieu. Donc dans le cas de Pierre Hermé, le fondateur joue un rôle clé. Dans le cas du chocolat Patrick Roger, l'ingrédient chocolat qui pose des problématiques particulières parce que l'ingrédient chocolat est au départ tabou pour les adultes. Et donc, en même temps, Patrick Roger, c'est le chocolat adulte par excellence. C'est le chocolat des plus de 40 ans. Donc comment
une marque comme Patrick Roger a réussi à faire d'un ingrédient au départ tabou pour les adultes un produit aussi adapté et aussi ciblé sur les plus de 40 ans. On peut continuer sur les ingrédients. La géographie est un ingrédient clé dans le cas de Havana Club avec la Havane. L'histoire est un ingrédient pour mariage frère avec toute la question des comptoirs. Mais l'histoire, elle peut être aussi construite de toutes pièces, si on prend l'exemple de la cure gourmande. Donc, on a vu les sources culturelles des marques dans lesquelles elles peuvent puiser. Voyons aussi les canaux d'expression. Et les canaux d'expression sont de nature très diverse. Parce que concernant les canaux d'expression des marques, on a de tout temps beaucoup insisté sur la publicité, la promotion, les produits. Or, il y a bien d'autres canaux d'expression à prendre en compte. Il y a bien évidemment les contenus, et on va en parler beaucoup cet après-midi, que ce soit des livres, des audiovisuels, du digital, mais il y a aussi des contenus de type physiologique, du son, du parfum, des textures. Les hommes, si vous allez chez Decathlon, les hommes, le fait que les vendeurs de chez Decathlon soient des sportifs, c'est quelque chose qui est déterminant dans l'image que vous avez de Decathlon. Donc les hommes, le président qui incarne la société, on voit à quel point ça a joué sur la culture de Abercrombie, le président d'Abercrombie par exemple. La culture managériale, les lieux sont des véhicules clés de la culture. Plus globalement, et ça sera l'objet d'un travail, d'un prochain livre qui va s'appeler « Le management de la brand culture », on va beaucoup insister sur les contenus non éditoriaux. Parce que traditionnellement, on parle beaucoup des contenus éditoriaux, mais les contenus éditoriaux, les contenus stylistiques, physiologiques, atmosphériques, sensoriels, sont essentiels dans la perception des marques. Et comme ce sont des contenus qui sont insuffisamment codifiés, on a tendance à les négliger. Si vous voulez, le succès de Nespresso, il est beaucoup lié à la capacité qu'a eu Nespresso à créer des lieux qui sont des véritables écrins, qui réussissent à traduire une atmosphère extrêmement haut de gamme qui valorise fortement le café. Donc, il y a un champ de recherche clé qui sont donc tous ces éléments physiologiques et sensoriels qui participent à l'identité des marques et qui ne sont pas d'ordre éditorial. Et on va parler beaucoup d'éditorial aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier le non-éditorial, parce qu'il participe de manière moins consciente, mais certainement de manière tout à fait puissante à l'identité. Si je prends un exemple de marque, vous connaissez bien, les parkings Vinci, la perception que vous avez des parkings Vinci, elle ne vient pas d'une publicité Vinci que vous aurez vue, elle vient de la sensation, de l'odeur que vous ressentez quand vous allez dans ces parkings, de la petite musique avec des bruits d'oiseaux ou de la musique classique, le fait qu'il y ait un espace Wi-Fi. Et Vinci n'a pas hésité à lancer l'eau de Vinci, donc un parfum dédié à ces parkings. Vous voyez l'aspect physiologique. Je continue dans les canaux d'expression parce que, en ce qui concerne le produit, on ne va pas forcément aussi loin que certains. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe d'Amore Pacifique. Et je peux vous dire qu'en Asie, où ils ont un sens presque sacré autour du produit, ils n'ont pas cette séparation entre le commercial d'un côté et le sacré de l'autre. Ça vient de la culture asiatique. Et donc, quand ils vous apportent un sachet de thé ou un savon, vous avez l'impression de recevoir quelque chose d'assez magique, quelque chose d'un talisman, quelque chose qui dépasse largement le produit. Et donc, on voit que des éléments, des ingrédients, des éléments d'emballage ou des accessoires peuvent véhiculer de façon extrêmement forte des éléments de culture. Donc, on a parlé de l'aspect atmosphérique, physiologique des produits. Les lieux sont éminemment clés dans la perception d'une marque. On peut prendre dans les lieux les magasins, mais on peut aussi prendre les événements. Et c'est vrai que le Saut Hermès est un endroit où vous pouvez ressentir la marque Hermès par une multitude un faisceau d'éléments que je vous laisse contempler à travers ces quelques images. Alors, l'espresso, c'est un très beau succès d'univers culturel autour du café. Et néanmoins, il y a quelques failles. Et ce que je voudrais que vous constatiez, c'est d'abord voir à quel point le succès de Nespresso, il vient
a cette capacité de designer le café, de créer des lieux, des espaces extrêmement valorisants, des atmosphères. Mais néanmoins, il y a 3 failles principales pour l'instant. Il y a premièrement le bruit de la machine, qui ne fait pas très luxe, qui est assez identitaire, c'est vrai, parce qu'on la reconnaît. Mais Cyprien s'en est moqué en la traitant de marteau-piqueur. C'est ensuite le problème des déchets. Certes, Nespresso fait beaucoup pour que l'aluminium de ces dosettes soit recyclé. Néanmoins, il y a des possibilités de remplacer l'aluminium par d'autres matériaux. Pour l'instant, Nespresso ne les explore pas forcément. Et troisièmement, le goût du café. Nespresso, je ne sais pas si vous avez trouvé souvent en situation de choisir entre tel ou tel parfum. Ce n'est pas évident. Les consommateurs n'ont pas eu une éducation sur les goûts des cafés Nespresso. Ils ont du mal à choisir. Et là-dessus, il y a beaucoup de travail encore à faire. Donc vous voyez comment, pour une marque très prestigieuse comme Nespresso, il y a des aspects qu'ils ont particulièrement bien réussi autour du design, mais il y a un aspect qu'ils ont moins bien réussi. Et nous, ce qu'on a pu constater, parce que là, on vient de faire une grosse recherche sur le brand content alimentaire, c'est que, vous savez, il y a le même mot, goût, est utilisé à la fois pour parler de la sensation intime qu'on a à l'intérieur de sa bouche, et en même temps pour parler d'un lieu extérieur, un goût vis-à-vis de la décoration, d'un aspect beaucoup plus social, qui est la mise en scène. Et effectivement, il y a une grande correspondance entre ce goût, perception intime, et cet espace extérieur. Et c'est ce point-là que Nespresso a particulièrement réussi à mettre en place. C'est à créer une équivalence par un espace d'un goût sophistiqué. Mais il y a encore du travail sur d'autres plans. Alors, dans cette partie sur la brand culture, je voudrais qu'on évoque maintenant la question du pilotage culturel de la marque, en attirant votre attention sur le fait que le fond de marque, qui est un peu la méthodologie dont on parle depuis une trentaine d'années pour étudier les marques, se focalise sur 2 aspects qui sont, d'un côté, le décodage de l'identité de la marque, avec une analyse des signes, une analyse plutôt sémiologique des signes, et puis une écoute des consommateurs. Nous, ce qu'on pense et ce qu'on a pu vérifier à plusieurs reprises, c'est qu'aujourd'hui, pour évaluer et appréhender une marque, il ne fallait pas se reposer sur 2 piliers, mais plutôt sur 4 piliers. Que d'abord, les 2 premiers piliers, il fallait les enrichir, et que dans l'analyse des signes émis par la marque, il fallait ajouter les éléments corporate, les éléments de développement durable, qui sont totalement, ils font partie intégrante de l'identité, mais qu'il fallait ajouter 2 piliers, qui sont d'abord l'interne. On ne peut pas appréhender une marque si on n'a pas vraiment compris les problématiques internes, si on n'a pas interrogé les collaborateurs, si on n'a pas bien étudié l'histoire de son fondateur, et si on n'a pas réussi à analyser les manières de faire singulières de l'entreprise. Et puis, quatrième pilier, l'environnement, puisque une marque est en interaction avec son environnement, il est important de voir ce qui, dans l'environnement, est en résonance avec la marque. Effectivement, quand on doit définir un territoire culturel, on est dans un jeu où on doit simultanément évaluer les manifestations de la marque et en même temps repérer le champ culturel de référence afin d'identifier les éléments qui sont susceptibles de rentrer en résonance avec la culture de la marque. Une marque comme Kousmiti a particulièrement bien réussi ça, puisqu'ils sont partis de ce que vous voyez en haut à gauche, un packaging assez vieillot, il y a moins d'une dizaine d'années, et ils ont réussi à surfer sur un certain nombre d'éléments de l'environnement, qui sont le thé santé, le design coloré, l'optimisme, la dimension féminine du thé, qui a abouti récemment dans cette jolie campagne, particulièrement esthétique. En fait, quand on gère une brand culture, on se heurte à 4 types d'écueils. Alors, les écueils assez classiques qui sont les changements successifs d'éléments d'expression. Quelquefois, on a une bonne idée, mais qui est en dissonance avec la culture. Et d'ailleurs, c'est ça qui est dommage, c'est que si on évalue chaque opération de communication de manière isolée, eh bien, on risque d'avoir peut-être des scores positifs sur l'opération de manière isolée, mais si, en fait, dans la réalité, cette opération
est en contradiction avec la cohérence globale de l'ensemble, ce qui pourra apparaître comme positif est en fait négatif. Donc, la problématique de la dissonance. Troisième problématique, l'incohérence entre les différents canaux d'expression. Typiquement, je ne sais pas si Sushi Shop a des mobylettes qui sont toutes sales hein, et pleines de terre. Ça va nuire à la cohérence globale de l'image de Sushi Shop. Et puis, quatrième écueil que nous, on observe souvent dans les études, ce qu'on peut appeler la brand bureaucratie, c'est-à-dire une gestion superficielle et artificielle de la marque, où on résume, on réduit à quelques mots-clés un univers culturel riche de sens. En fait, les marques ont un challenge permanent qui est de trouver un équilibre entre la cohérence qui permet de conserver la ligne directrice en évitant la standardisation et l'ouverture qui permet de capter les tendances, de se renouveler, d'être dans la créativité en évitant l'éparpillement. Et il y a deux moments de vérité pour juger d'une brand culture. C'est le moment qui est le site internet et l'autre moment, c'est le lieu de vente. Un exercice assez simple consiste à taper dans Google Images le nom de la marque et de voir ce qui en sort. Alors pour manager la brand culture en interne, il y a une problématique d'évangélisation et d'organisation parce que la brand culture fonctionne que si elle est partagée. Autant la publicité, on a été habitué à ce qu'elle soit déléguée à une agence de publicité, poussée par l'entreprise vers l'extérieur, sans que ça ne lui soit vraiment lié. Avec la brand culture, la culture, elle est opposable à l'interne. C'est-à-dire que s'il y a une dissonance entre ce qui est exprimé sur un plan culturel à l'extérieur et ce qui est vécu en interne, il y a une difficulté. D'où l'importance de cette évangélisation, de cette mise en cohérence globale. Et pour cela est d'autant plus délicat que on voit une tension croissante entre deux visions du marketing, avec les data, les fameuses data. C'est qu'on a d'un côté une approche du marketing qui est plutôt focalisée sur l'approche culturelle et artistique, au service du sens. Et puis, on a une approche beaucoup plus commerciale autour de la data, du CRM, du data crunching, qui est orientée sur l'efficacité. Et ces deux piliers doivent être menés simultanément. Il ne s'agit pas de renoncer au sens qui est plutôt le long terme en privilégiant trop le marketing de la vente à court terme. Et pour ce faire, il y a un certain nombre de secteurs qui réussissent assez bien ce genre de choses. C'est des secteurs où il y a un fondateur qui insuffle sa créativité et qui donc assez naturellement donne le sens et donne la cohérence, ou les secteurs où il y a des directeurs artistiques. On peut citer le cas de Christopher Bailey ou de Karl Lagerfeld. En fait, il y aurait, mais c'est une fonction qui n'existe pas encore et qui est tout à fait souhaitable, la place pour un Chief Culture Officer. Et c'est ce que disent deux livres américains sortis ces 2 dernières années. Un sur Chief Culture Officer, l'autre sur Chief Meaning Officer. Ce profil, c'est le profil d'une personne qui gère la cohérence et le sens de l'entreprise. Dans le cas de Christopher Bailey, que je citais en exemple il y a 2 minutes, quand il définit son métier, on voit qu'il le définit comme un métier qui mélange, donc je vous cite, la conception de l'ensemble des collections. Donc son métier, c'est la conception de l'ensemble des collections et produits de la marque, mais aussi de la communication, de la direction artistique institutionnelle, du design architectural, des contenus multimédia et de l'ensemble de l'image de marque. Et vous voyez que c'est à cette condition-là qu'on obtient la richesse et la cohérence. Alors pour déployer la culture, ensuite on a l'enjeu de la brand culture. Ce n'est pas uniquement de gérer l'image, c'est beaucoup plus large puisque se trouve derrière la grande question de la créanovation, pour prendre les propos de Pascal Somariba qui fera avec moi le séminaire interactif de clôture, c'est-à-dire toute la question du renouvellement, du réenchantement des marques. Et plutôt que de parler de stretching, qui est un mot que je trouve assez péjoratif, qui signifie qu'on tire sur une espèce de base pour essayer d'intégrer le maximum de choses, la brand culture est une opportunité pour susciter de tas de nouvelles pousses, de tas de nouveaux développements à partir d'une richesse culturelle. Alors, je voudrais, dans cette dernière partie, pour bien introduire les interventions suivantes,
faire un petit point sur le brand content stratégique et le lien entre brand culture et brand content. Parce que pour l'instant, vous avez vu dans mon schéma que le contenu, c'est une des composantes de la brand culture. Alors, si je devais résumer ce que c'est que le brand content stratégique, on pourrait dire, c'est l'expression éditoriale de la brand culture. Il y a eu un véritable chemin où on est passé du message publicitaire avec un discours focalisé sur le produit au contenu de marque, à la logique de la culture qui est une réalité multisensorielle qui va donc au-delà du discours. Alors, cette dernière partie, qui durera 7 minutes, est l'occasion aussi de resituer le brand content par rapport au branded entertainment, puisque la thématique de ces 3 jours, c'est le branded entertainment. J'aimerais bien qu'on puisse le mettre en perspective. En fait, quand on regarde les exemples de contenu de marque, et nous on en a identifié 3500 sur notre site Veille Brand Content, on s'aperçoit qu'on peut grosso modo les classer en 3 catégories. Il y a une première famille qui est les contenus informatifs qui sont liés à la fabrication et à l'usage des produits. Typiquement, là, le livre des cocottes minutes, enfin, je sais pas, ou le livre des recettes Picard, ça vous aide à mieux utiliser les ingrédients Picard. Donc il y a toute une série de contenus qui sont tout à fait intéressants, des modes d'emploi, des choses comme ça, qui sont liés donc aux usages directs des produits. Il y a un deuxième type de contenu qui est l'appropriation d'un univers de la sphère publique avec un regard qui est le regard de la marque. Alors, je vais prendre un exemple d'AXA. AXA a très bien réussi à s'approprier la thématique du bien vieillir et de la longévité. La longévité, c'est une question d'intérêt général. Simplement, AXA a, d'abord dans un premier temps, en faisant des travaux de recherche, a beaucoup creusé cette question dans les pays, des gens qui arrivaient à vivre en bonne santé très longtemps, comment ils se nourrissaient, comment ils vivaient. Et à partir de là, ils ont développé toute une série d'éléments, dont des conférences, autour du bien vieillir. Donc on voit que là, on n'est pas directement sur un produit AXA, on est sur une thématique, mais on pourrait prendre la puériculture avec Pampers, on pourrait prendre les guides Vuitton qui sont un regard de Vuitton sur la ville de Barcelone, sur la ville de... Vous voyez, donc des sujets d'intérêt général vus à travers le prisme de la marque. Et puis troisième famille de contenu, et c'est là qu'on va trouver beaucoup plus le branding entertainment, c'est quand la marque crée un monde autonome, des web-séries, des sketchs, des musiques. Et donc, c'est des œuvres ou des mondes sous l'égide de la marque ou à l'initiative de la marque. Et quand on regarde les exigences de ces différents types de contenus, on s'aperçoit que le branding entertainment, c'est sans doute la catégorie de contenu qui a le plus de mal ou qui a le plus de risques. Parce que, si vous voulez faire un livre de recettes ou un mode d'emploi, pour une marque, c'est pas extrêmement compliqué. Elle met les moyens pour, elle prend les talents. La source de risque n'est pas très importante. Faire un contenu d'information et de découverte, à condition de respecter les crédibilités, l'expertise, la neutralité, c'est facile. Dans le domaine du ludique et du divertissant, les exigences d'originalité et de créativité sont très importantes parce que les marques sont en concurrence avec toute la sphère de l'entertainment. Et donc, c'est une sphère où on sait que les contenus sont à risque, qu'il y a des choses qui réussissent et des choses qui ratent. Et c'est pas facile pour une marque de s'improviser entertainer. Donc c'est ce qui fait que c'est un challenge particulièrement délicat. Je voudrais continuer sur cette question du branding entertainment en reprenant une étude qu'on avait faite en 2010. On a demandé à 2 cibles, une cible de jeunes et une cible de ménagères, leurs attentes en matière de contenu. Et la question c'était, les contenus proposés par les marques sont de nature très différente. Qu'attendez-vous principalement de la part des marques ? Et on voyait que des contenus utiles qui vous facilitent la vie, c'était ça, les attentes numéro 1. Les contenus ludiques ou divertissants, certes, touchaient 70% des jeunes, mais seulement 45% des ménagères. Donc, je donnerais une deuxième remarque sur le branding entertainment. Donc, c'est un domaine qui est difficile, qui est risqué. C'est un domaine qui est particulièrement pertinent quand on s'adresse aux jeunes. Mission 404 de Rangina étant typiquement de ce ressort. Et puis, quand on regarde les territoires les plus particulièrement associés aux marques, donc voici différents domaines dans lesquels les marques peuvent proposer des contenus. Cochez ceux pour lesquels vous pensez que les marques peuvent proposer des contenus intéressants.
on voit que les contenus les plus attendus sont de l'alimentation, la santé, la maison, les enfants, le développement personnel, le bricolage. Et vous voyez que les jeunes considèrent que les marques peuvent beaucoup apporter sur la thématique de la musique, de l'humour, du sport, du couple ou du sexy. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu assez sexy du côté des marques. Voilà. Donc, voilà une première manière de situer. Maintenant, je voudrais, dans ces toutes dernières minutes, vous donner des premières idées concernant le brand content stratégique. On va vraiment beaucoup plus le développer à partir de 17h avec Pascal Somariba, mais pour vous donner une sensibilisation, je voudrais vous dire d'abord que le contenu, il faut le voir avant tout comme un élément qui vient nourrir une stratégie d'action. Hein, c'est-à-dire que trop souvent, on a tendance à considérer le contenu comme une thématique pour laquelle le consommateur ou le lecteur va lire, va s'intéresser, va se distraire, va passer du temps. En fait, quand on regarde bien les contenus de marque, c'est beaucoup plus que ça. C'est une interface qui permet de nourrir un comportement. Hein, le but final n'est pas de lire, mais d'agir sur soi et sur le monde, de satisfaire un comportement, de remplir une fonction, d'interagir avec les autres. C'est là où on peut dire que les marques sont des agents d'empowerment et que ce contenu, il est au service de l'empowerment. Bon, je vais prendre un exemple basique, hein, mais si vous achetez un barbecue Weber, vous ne savez pas forcément comment l'utiliser. Et grâce au livre Weber, ils vont vous donner plein de conseils sur à la fois comment faire tourner le barbecue, comment faire griller les choses, etc. Donc vous voyez bien que vous ne lisez pas un livre Weber comme ça par curiosité, vous l'utilisez au service d'une action. Et quand on regarde les contenus qui fonctionnent, ils sont toujours liés au service d'une action. Un autre point, c'est de bien différencier ce qu'on peut appeler le contenu opportuniste et le contenu stratégique. Le brand content opportuniste, et c'est quand même la majorité, ce sont des one-shots qui ont souvent vocation à être exceptionnels, à être plutôt viraux. Ils sont à évaluer par rapport à des objectifs opérationnels, mais ils ont une nécessité d'être d'une qualité exceptionnelle, parce que comme c'est des one-shots, il faut vraiment mettre le paquet. Le brand content stratégique, c'est plutôt une politique de contenu avec une succession de contenus en liaison avec la brand culture. Il doit remplir une vraie fonction à long terme. Il y a moins la pression sur la qualité dès lors que le contenu est stratégique. Alors, moi, je voudrais parler un peu des PME parce que souvent, quand on parle du contenu, on parle de super grosses boîtes, de Nike, de Coca, etc. Et en fait, le contenu est à la portée de tout le monde. Et je dirais même que les PME sont mieux placées que les grandes entreprises pour faire du bon contenu. Parce que les PME, elles ont un gros atout, elles font du contenu qui est plus direct et plus éloquent. D'abord, une entreprise égale une voix. C'est-à-dire que nous, Calicanti, Institut d'études, on fait moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a autant de légitimité à prendre la parole sur la place publique que Ipsos ou TNS. Donc, il n'y a pas une question de taille, il y a une question, c'est la qualité de ce que vous émettez qui vous donne votre légitimité. Donc, une entreprise égale une voix. Les entreprises, en plus, dans les PME, ont la chance d'être dirigées par des personnes qui ont une vraie vision, les entrepreneurs, où ils n'ont pas besoin d'aller demander au service juridique de valider les textes. Ils peuvent aller beaucoup plus loin. Et du point de vue du public, le contenu, il est particulièrement bien reçu quand ça vient d'une PME parce qu'ils sentent une liberté de ton, une humanité, une prise de risque et une cohérence et une pertinence du propos. Typiquement, vous prenez des blogs comme Sens du client ou Satan Feed, c'est des chefs d'entreprise, de petites entreprises, mais ils s'investissent à fond, ils sont passionnés par ce qu'ils écrivent et c'est tout de suite apprécié et remarqué. Et moi, je voudrais prendre simplement le site de ma prof de gym, qui est une danseuse japonaise, et qui explicite dans son site sa vision de la conscience corporelle. Et elle a fait un site qui s'appelle Lien corps-esprit. Je peux vous dire que quand vous faites un cours de sport avec une personne qui a réfléchi depuis 25 ans sur le lien corps-esprit et qui a toute une méthode et qui a explicité toute sa vision dans son site, ça donne beaucoup de sens à la séance de sport que vous faites avec elle. Donc vous comprenez que le contenu, là, il est stratégique parce qu'il vient nourrir toute une pratique et il vient donner du sens. J'ai quasiment terminé, Jérémy, pour dire que les critères de succès du contenu, c'est aussi l'authenticité qui est perçue dans le contenu.
Alors là, vous avez la liste de tout ce qui fait l'authenticité d'un contenu, mais en particulier la passion, la sincérité, l'intention claire. On juge pas simplement le contenu au résultat, on juge le contenu est révélateur de la personne qui émet le contenu. Le sentiment de vérité, il peut s'expliciter à travers un certain nombre de choses, je ne rentrerai pas dans le détail. Mais avant-dernier slide, pour bien situer les choses, vous savez, dans la rhétorique, il y a logos, pathos et ethos. La publicité, elle insiste pas mal sur le logos, elle donne des raisons rationnelles d'acheter des produits, des arguments, un peu sur le pathos, un peu d'émotion, mais elle ne contribue pas tellement à nourrir l'éthos de celui qui émet. Alors que le contenu, il donne, donc l'éthos, le fait de se concilier la bienveillance et la confiance de l'auditoire, cette dimension d'éthos est beaucoup plus renforcée par la production éditoriale. Donc, si vous souhaitez en savoir plus autour de tout ce que je vous ai dit en cette ouverture, il y a 2 livres blancs qui vont être publiés incessamment. Le management de la brand culture, il est quasiment bouclé. Le brand content stratégique, il sera bouclé dans 1 mois. Et vous pouvez, en vous inscrivant sur le site brandcontent.fr, vous y inscrire et vous le recevrez très rapidement. Merci de votre attention. Et donc, j'accueille les premiers intervenants avec l'aide de Jérémy qui m'a rejoint.